qui dirige l'École normale supérieure de Paris. Caroline Forest, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et on peut écouter vos chroniques sur France Culture ou les lire dans Le Monde. Et vous publiez ces jours-ci un livre consacré à Marine Le Pen, qui est une biographie que vous avez coécrit avec Fiametta Wener, et qui tombe bien, puisque Marine Le Pen est au cœur du débat politique, puisqu'on l'annonce, peut-être un peu tôt d'ailleurs, présente au deuxième tour, en tout cas qu'elle est une menace de répétition du fameux avril 2002. Et donc c'est évidemment intéressant de se plonger dans sa biographie. Alors cette biographie, il y a tout dans ce livre, donc qu'il faut recommander chaleureusement pour s'instruire et pour s'informer du phénomène Marine Le Pen. Vous centrez beaucoup votre propos sur la relation avec le père, évidemment, mais aussi sur l'idée qu'au fond, le Front National, c'est une affaire de famille. Mais ce n'est pas seulement au sens figuré, c'est aussi au sens propre du terme. C'est vraiment l'histoire d'un clan et... Quand on le dit comme ça, évidemment, ça saute aux yeux, c'est évident. On a une tradition qui est très étonnante dans ce parti, qui est quasiment... qui n'est pas forcément anti-républicaine, mais qui est a-républicaine, avec un A privatif. C'est-à-dire qu'on a une histoire dynastique, une passation de flambeaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les partis politiques se passer ainsi, même s'il y a les déshabillages républicains, même si on fait une élection, même s'il y a évidemment un concurrent, Bruno Gollnisch. Mais j'avoue qu'en plongeant dans l'histoire de ce clan, c'est encore au-delà de ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Parce qu'au fond, Marine Le Pen, en ce moment, par exemple, sur le fond, sur le programme de ce qu'elle essaie de faire, elle n'est pas très loin de ce que Bruno Maigret a essayé de faire il y a quelques années. Sauf que, et certains anciens maigretistes et d'autres le disent, il n'y avait que la fille qui pouvait le faire sans être démis de ses fonctions par le père. Et c'est intéressant parce que c'est un processus dynastique, en effet. D'autres processus dynastiques tentés à plus petite échelle, je pense à Jean Sarkozy, le fils du président, à l'EHPAD, ont provoqué une espèce de tollé d'intolérance légitime, etc. Mais néanmoins, là, ça passe dans une famille politique qui est censée dénoncer absolument les turpitudes de tous les autres. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, Marine Le Pen redoute beaucoup la comparaison avec Jean Sarkozy. Et effectivement, on pourrait lui faire remarquer que l'affaire de l'EHPAD a fait un scandale. Or, la façon dont elle reprend la boutique familiale du Front National, avec tout ce que ça suppose de pouvoir, de mandat public à la clé, a des ressorts qui sont, pour certains, et là je parle encore une fois de confidences et d'aigreurs émises par des membres du Front National, ressemblent beaucoup à du népotisme. En tout cas, à une façon de pratiquer la vie politique que certains disent intéressés et dynastique. Il y a même des gens qui pensent que Jean-Marie Le Pen ne pouvait donner les clés qu'à sa fille parce que c'est un peu l'histoire d'un clan qui veut garder les clés du coffre. Oui, et qui en vit de toute façon, comme on vit. Qui en vit clairement, et qui, quand elle donne cette famille beaucoup de leçons de vertu et de morale publique au reste de la classe politique, ce qui est évidemment intéressant dans l'enquête, c'est d'aller regarder du côté de leur exemplarité. Là, ça devient amusant. Par exemple, quand Marine Le Pen tonne très fort, et à juste titre, en disant qu'il faut vraiment établir des règles drastiques pour lutter contre les conflits d'intérêts. Mais il y a déjà des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts. Par exemple, au Parlement européen, il y a des fiches de députés européens où ils sont censés déclarer leurs revenus ou déclarer s'ils ont investi dans des secteurs pour voir s'ils ne seront pas en conflit dans leur mandat de député. Marine Le Pen ne l'a pas rempli. Donc avant de donner des leçons aux autres députés, il faut peut-être juste appliquer les règles. Alors venons-en au mot-clé autour de Marine Le Pen, c'est le mot dédiabolisation. On lui prête à la fois de vouloir suivre une évolution à l'italienne, donc Gianfranco Fini qui était l'héritier du mouvement social italien, c'est-à-dire du mouvement authentiquement post-fasciste, le post étant d'ailleurs une parenthèse vite refermée, qui a glissé lui carrément vers le centre droit et qui se positionne aujourd'hui au centre, au sens propre du terme, de la vie politique italienne. On lui a donc prêté presque automatiquement la volonté de faire ce parcours et on l'a décrété dédiabolisé au fond sur une notation ou un jugement sur les camps de concentration.
Alors d'abord, je pense que la comparaison, effectivement, très vite trouve ses limites, ne serait-ce que parce que notre système électoral est très différent, parce que le parti de Fini était d'abord à l'origine beaucoup plus fasciste que le Front National, même si le FN s'est inspiré de son logo, de sa petite flamme, et que c'est pas du tout la même histoire. Marine Le Pen, encore une fois, récupère un parti qui a été fondé par son propre père. Elle peut essayer effectivement, en tant qu'héritière, de repeindre un peu la devanture, d'élargir un peu le marché électoral, mais elle ne peut pas aller jusqu'à ce qu'a été faire Fini, jusqu'à proposer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça, on ne le verra jamais au Front National. Son fonds de commerce reste. Autant tout a changé au Front National, sur l'économie, sur les mœurs, autant sur la question de l'immigration, c'est un fonds de commerce absolument intangible. Donc elle part de moins loin, mais elle ira beaucoup moins loin aussi dans, on va dire, la rupture avec l'image originelle du parti. Alors, donc vous avez décrypté tout cela et regardé tout cela de près. Considérez-vous vous-même que sa dédiabolisation est à ce stade légitime, ou bien est-ce qu'elle doit beaucoup à un effet de médias, tout simplement d'engouement des médias autour d'elle qui l'ont aussitôt décrété, dédiabolisée? Il y a les deux. Je veux dire qu'elle a fait un pas de côté, c'est évident. Elle a fait un pas de côté sur les questions de Pax, d'IVG. Mais enfin, c'est un tout petit pas de côté qui a été un peu exagéré quand on dit qu'elle est soudainement féministe parce qu'elle ne veut plus abroger la loi Veil. On oublie de dire qu'elle veut dérembourser l'IVG, qu'elle veut insuffler le caractère sacré de la vie, qu'elle critique le planning familial et qu'elle donne quand même beaucoup de gages à des réseaux catholiques intégristes qu'elle défrise incontestablement par son mode de vie. Enfin, Jean-Marie Le Pen aussi n'était pas tout à fait en harmonie entre son mode de vie et ses leçons de morale. Mais qu'elle continue à considérer comme faisant partie de son public potentiel. Donc, elle a fait un pas de côté, d'accord. Elle a évidemment fait un mea culpa sur la question de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration, mais dont on ne peut quand même pas dire que cela suffit à lui donner des gages de modernité. Considérer que le nazisme est une abomination devrait quand même plutôt faire partie d'un parti pris initial minimum. C'est pas non plus le gage d'une immense ouverture d'esprit. Et ensuite, vous avez raison, je pense qu'il y a sa dédiabolisation, la facilité avec laquelle elle a pu se dédiaboliser est symptomatique de plein de petites défaillances de notre démocratie politique. D'abord, on voit à quel point la pipolisation de la vie politique, le traitement anecdotique de la vie politique, dont souffrent d'ailleurs tous les hommes et les femmes politiques, mais dont souffrent aussi certains journalistes, facilite ce genre de démagogie, facilite ce genre d'opération séduction à peu de frais. Alors, à mesure que le président de la République et l'UMP, ou une partie de l'UMP, glissent vers les thèmes du Front National, voire les faits siens, on pense notamment à certains discours du ministre de l'Intérieur, etc., elle se déplace. Et je vais pas dire qu'elle va vers la gauche, mais en tout cas, elle va vers des thèmes qui n'étaient pas ceux de sa famille politique. Vous faisiez allusion tout à l'heure au lien avec les catholiques intégristes, qui sont une mouvance très particulière. Et là, elle nous parle de laïcité. Alors là encore, est-ce que c'est simplement l'usage des mots qu'elle met en avant, ou bien est-ce que ça correspond à derrière, est-ce qu'il y a une vraie stratégie politique qui tend au fond, à terme, à faire du Front National, version Marine Le Pen, un parti de gouvernement? Alors, c'est pas tellement que c'est l'optique d'être un parti de gouvernement, même si bien sûr son objectif est encore une fois de faire beaucoup plus de chiffres électoraux et de peser au point d'obliger la droite à se recomposer même autour d'elle. Mais en tout cas, c'est certain qu'elle a... Elle a moins de culture historique que son père. Elle est d'une autre génération, ce qui lui permet de faire un peu tout et n'importe quoi avec les mots. Donc quand elle se saisit du drapeau de la laïcité, c'est évidemment un revirement, c'est une OPA tout à fait osée de la part de quelqu'un qui vient du Front National. Mais là où elle est quand même très culottée, c'est qu'elle arrive à le faire, y compris sur l'économie, en laissant penser que ça a toujours été un thème de combat du Front National. Elle m'a quand même soutenu que la laïcité avait toujours été dans les programmes du FN, ce qui est absolument faux. Et quand vous interrogez des membres du FN, ils vous disent, mais évidemment que Jean-Marie Le Pen ne parlait jamais de laïcité, puisqu'il y avait suffisamment de monarchistes, de gens qui estiment que la République c'est la gueuse, et d'intégristes au Front National pour ne pas avoir envie de parler du mot de laïcité. Elle, exactement comme sur l'économie, elle fait un revirement à 180 degrés parce que, voilà, le social c'est porteur en ce moment, la laïcité c'est porteur. Le mouvement, enfin Jean-Marie Le Pen est ultra-libéral, très clairement. Voilà, donc elle vient sur un discours étatiste, j'allais dire, classique. Il y avait déjà une OPA sur la nation avec le père, elle rajoute une OPA sur l'État-nation face à la mondialisation. Donc elle rajoute le mot État, et effectivement elle se débarrasse un peu du discours anti-fonctionnaire, anti-service public, mais sans jamais assumer que c'est un revirement à 180 degrés. Toujours en disant, elle l'a dit au congrès de Tours, que son père avait raison avant tout le monde. Or, elle montre que sur deux thèmes majeurs, en tout cas la question de la laïcité et la question du social, de l'économique et de l'ultralibéralisme, son père avait tort avant tout le monde.
Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la laïcité et du tournant républicain, c'est notamment les coulisses du discours de Valmy, parce qu'en fait, son père avait commencé ce tournant un peu avant elle, sous son influence d'ailleurs. La campagne de 2007, elle commence par un discours de Valmy, où Jean-Marie Le Pen lit ses fiches, et nous lit une fiche où il réconcilie qui? Les bâtisseurs de cathédrales et les hussards noirs, il prend tout le monde, hein. Jean-Marie Le Pen, il ne fait pas dans le détail pour le coup. Mais qui écrit ce discours? C'est intéressant de voir qui est dans l'équipe, qui tient la plume. Alors il y a Marine Le Pen qui est derrière, Philippe Péninck, un de ses fidèles lieutenants, ancien leader du GUD, et qui a écrit des mémoires pour expliquer la politique à coups de poing, c'est pas rien, et Alain Soral qui tient la plume. Quand on sait qui est Alain Soral, qui a fondé une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, où l'on retrouve l'extrême droite la plus antisémite et la plus paranoïaque, pied à pied et main dans la main avec des militants islamistes proches de l'Iran et du Hezbollah, c'est assez drôle. Alors, en même temps, quand on lit votre livre et qu'on regarde les choses donc de près, on voit bien que sous le vocable laïcité, il y a quand même fondamentalement une volonté de cibler l'islam. Et uniquement l'islam. Et donc, au fond, de troquer l'antisémitisme basique qui est à l'origine de cette filiation politique-là, avec aujourd'hui un anti-islamisme qui correspond à un phénomène de peur et à l'art et la manière de trouver le bon sujet, si j'ose dire, parce que la prière dans la rue, c'était évidemment quelque chose qui était de nature à... Exactement. Alors, comme son père, elle a le sens de l'opportunisme, ça on ne peut pas lui nier. Elle s'attaque effectivement à un vrai sujet. Alors c'est ça où c'est plus dangereux que son père. Parce que quand son père fantasmait 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, on pouvait relativement estimer qu'il n'y avait même pas à entrer dans l'argumentation, tellement c'était... démagogique. Quand Marine Le Pen s'attaque aux prières de rue, les gens ont des yeux pour les voir. Il y a effectivement en France une vingtaine de lieux où des gens bloquent des rues, certaines depuis 17 ans, c'est une atteinte à la fois à la laïcité et à l'égalité. Donc quand elle s'empare de cette thématique, si la classe politique a pour réflexe de dire c'est un tabou, n'en parlons pas, elle dit n'importe quoi, elle va évidemment engranger énormément de déçus de cette posture. Non mais la logique, quand on est face à un phénomène de cette nature, c'est de dire la laïcité voudrait que ces gens aient des lieux de culte. Oui, mais si qui puissent prier décemment, etc. Et donc, ça veut dire construire des mosquées. Mais justement, c'est ce que le FN ne voudra jamais. Mais sauf que c'est là ni même une bonne partie de la droite. Ni même des laïcs qui veulent faire respecter l'article 2 de la loi de 1905, à juste titre, parce que c'est là où c'est plus compliqué. C'est qu'on a évidemment des petits groupes provocateurs intégristes qui font le jeu des incendiaires nationalistes et xénophobes. Parce qu'en réalité, la République n'a pas financé des lieux de culte. Elle a déjà pas beaucoup d'argent pour financer la protection sociale et l'État-providence. La République a fait en sorte que si des gens se cotisent pour agrandir leur lieu de culte ou pour en ouvrir un ou pour faire plusieurs services le vendredi, ce qui réglerait tous les problèmes sans coûter un centime, ce soit évidemment possible. Le Front National, là où vous avez raison, joue sur les deux tableaux. Il faudrait empêcher que même lorsque des fidèles se cotisent, ils puissent ouvrir un lieu de culte et en même temps ils dénoncent les prières de rue. Mais surtout, la laïcité du Front National ne cache en réalité quoi ? L'identité chrétienne face à l'islam. Il ne s'agit pas du tout de viser l'intégrisme au nom de la laïcité. Il s'agit de rechristianiser la France pour résister à l'islam. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Donc je renvoie à ce livre très fourni, très documenté, argumenté sur Marine Le Pen, cette biographie que vous avez coécrite avec Fiammetta Wener. Juste un mot, Caroline Fourest. Est-ce que c'est à vos yeux plus difficile aujourd'hui? Parce que ça a quand même été un poison permanent dans la vie publique, le FN. Et comment l'affronter? Comment le faire reculer jusqu'à ce fameux mois d'avril 2002 où il se retrouve au deuxième tour? Est-ce que ça vous paraît plus compliqué, plus sophistiqué, plus difficile face à Marine Le Pen que ça ne l'était avec Jean-Marie Le Pen? Donc au fond, est-ce que nous ne sommes pas au-devant de difficultés plus grandes encore avec le FN version Marine Le Pen qu'avec le FN version Jean-Marie Le Pen? Bien sûr, c'est beaucoup plus exigeant de résister face à Marine Le Pen qu'à Jean-Marie Le Pen parce qu'on ne pourra pas attendre la petite phrase de trop et on ne pourra pas se contenter, même s'il n'y a pas eu que ça, il y a eu un vrai travail critique aussi sur le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais là il va falloir être extrêmement précis, extrêmement argumenté et je pense qu'il va falloir comprendre que les failles ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de son père pour par exemple la question de l'exemplarité en termes de morale publique et à mon avis une des failles de ce nouveau Front National. On ne pourra pas se contenter de la diabolisation et en même temps, on ne peut pas passer d'un excès à l'autre. On ne peut pas commencer à déculpabiliser les électeurs du Front National parce que les votes qu'ils s'apprêtent à donner, non seulement à la présidentielle, mais l'enjeu pour le Front National, c'est aussi la législative qui est beaucoup plus rémunératrice. Si elle fait un score législatif important, ce sont des millions à la clé de subventions publiques qui vont faire vivre cette boutique pour encore peut-être 10, 20 ans dans notre vie publique, avec ce que ça veut dire de raccourcis, de malentendus, de temps perdu,
pour la pédagogie sur des enjeux très complexes. Donc c'est une grosse responsabilité qu'ont les Français et il faut leur expliquer avec responsabilité, sans faire non plus ni de raccourcis, ni d'amalgame, avec beaucoup de pédagogie. En tout cas, je renvoie à votre regard quasi clinique donc, sur cette biographie de Marine Le Pen. Merci Caroline Fourest. Merci. Monique, quant au